point que vous avez été auditionné en 2023 par la commission sénatoriale qui réfléchissait, planchait sur la lutte contre le narco-banditisme en France. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en train de vivre une bascule parce que depuis 48 heures, nous avons un maire en France, le maire d'Alès, ville de 45 000 habitants, qui a été dans la nuit exfiltré par le RAID et qui est désormais sous protection policière. On sait d'ailleurs, Yannick Biancheri, combien de temps il va rester protégé comme ça. Quand est-ce qu'il va pouvoir... Est-ce qu'un jour il va pouvoir rentrer chez lui ? Ça, ça dépend des menaces qu'il a, ça dépend les faits, ça dépend. Mais quand on arrive à des mesures extrêmes, c'est que, vous savez, on ne prend pas les mesures à la légère. C'est que la menace était réelle, la DGSI a fait remonter des infos, le RAID est allé l'exfiltrer. Donc malheureusement, je pense qu'il va avoir une mesure de protection pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On va voir le nombre de, on va voir la DZ, on va voir si la menace est vraiment confirmée dans le temps. Mais ça devient... Ça devient compliqué d'exercer, que ce soit un métier de maire, un métier d'élu, un métier de policier, parce que c'est des métiers, tout ça. Et bientôt de journaliste. Il y avait une directrice pénitentiaire de Marseille aussi. Oui, aussi, bien sûr, qui a été exfiltrée, du reste. Bien sûr, mais là, c'est la première fois, si je ne m'abuse, William Molinier, qu'on a un élu, et d'autant plus un maire, qui se retrouve dans cette situation, qui, en pleine nuit, est exfiltré par le RAID, parce que sa vie est peut-être menacée par des narcotrafiquants. C'est inédit et ça pose d'ailleurs, je pense, une question à la police nationale qui va devoir très certainement plancher un peu sur cette question-là. C'est si ce type de fait était amené à se reproduire, à se multiplier. Il y a quand même 36 000 maires en France, des trafiquants de stupéfiants en fait partout, dans tous les territoires. On peut pas. Et donc la question, c'est quelle réponse les autorités vont pouvoir apporter à ces élus dès lors qu'ils sont menacés par des organisations criminelles. En réalité, vous parliez de bascule. La bascule, elle a déjà opéré. Regardez l'année dernière l'histoire des DDPF, les détenus. Le droit des détenus, des prisonniers français. Vous savez, ces actions de menaces, parfois physiques, sur les surveillants de prison commis, et ça a été documenté dans les enquêtes, des actes qui étaient diligentés, enfin en tout cas commandités depuis les prisons par des cadres qui se revendiquaient de la DZ Mafia. Cette déstabilisation de pans de l'État, en fait, est déjà en marche. Et là, il se trouve que c'est un élu, mais en fait, il y a eu la bascule, elle a déjà opéré. C'est-à-dire s'attaquer aux structures mêmes de l'État, c'est déjà... on a la mémoire courte. Mais l'année dernière, au moment où Gérald Darmanin, c'est pour ça qu'on dit le gouvernement ne fait rien, c'est pas vrai. Lorsqu'il y a les prisons... Il ne peut rien. Oui, mais quels sont les résultats ? Laissez-moi juste terminer ma phrase. Lorsqu'il y a les prisons de haute sécurité qui sont mises en place, et lorsque on essaie d'exfiltrer des prisons, les personnalités les plus dangereuses liées au trafic, avec une liste de 100 narcotrafiquants, il y a des menaces, des intimidations à l'extérieur des centres pénitentiaires. Souvenez-vous, avec des voitures qui sont brûlées, des personnalités, des personnes du service pénitentiaire qui sont suivies, qui sont menacées. On retrouve des balles près du domicile des personnes. L'affaire Mohamed Amra, bien évidemment. 2 surveillants pénitentiaires assassinés. Mais on oublie quand même que la loi sur le narcotrafic, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Alors, en partie, oui. Vous comprenez, on se heurte constamment à des interdits pseudo-institutionnels qui sont en réalité des interdits idéologiques. 12 juin 2025. Ce pays meurt de l'idéologie. 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel va balayer partiellement une partie de cette loi narcotrafic. Je rappelle que cette loi, la France Insoumise avait voté contre. Bien sûr. C'est bien beau de Jean-Luc Mélenchon d'apporter son soutien au maire, mais c'est la France Insoumise qui veut désarmer une partie de la police aujourd'hui. C'est la France Insoumise qui vous explique que quand il y a la présomption de légitime défense, elle ne veut pas défense, aggraver le sort des c'est un permis de tuer, et qui avait voté contre cette loi narcotrafic. Le Conseil constitutionnel retoque l'article 5 qui prévoyait un dispositif administratif
de gel de certains avoirs, l'article 15 relatif à une technique de renseignement, l'article 19 qui instaurait une peine complémentaire automatique concernant certaines réductions de peine. Il y avait aussi le dossier coffre qui a été retoqué. Très important. Des mesures imposées trop largement, la visioconférence à certains détenus en restreignant leur possibilité de comparaître physiquement devant un juge. Voilà ce qu'a fait en juin 2025 le Conseil constitutionnel. Vous avez dit qu'il y a 36 000 communes en France, donc 36 000 potentiellement élus. Et ce cancer de la drogue s'est métastasé un peu partout. Amine Kessassi disait exactement la même chose ce matin sur RTL. La bonne question, c'est de se demander quelle zone de ce pays, quel endroit, quel village, quel territoire n'est pas sous l'emprise du narcotrafic. Et moi, je ne saurais vous citer un endroit qui aujourd'hui n'est pas la cible, n'est pas la victime des narcotrafiquants. Les narcotrafiquants, ils ne regardent pas les statistiques de l'INSEE. Ils ne calculent pas leur implantation en fonction du nombre d'habitants ou de la couleur de peau des habitants ou de la zone géographique. Ils calculent en fonction de leurs bénéfices, et leur bénéfice, il est partout là où il y a des consommateurs. Donc les narcotrafiquants sont également implantés dans les petites communes, dans les petits villages, dans les moyennes villes, dans les grandes villes. Et c'est pas un sujet de taille de ville. Et ça nous permet aussi de dire que Marseille n'est en rien la capitale de la drogue, que Marseille n'est pas ce qu'on croit, la seule ville de France atteinte et touchée par les narcotrafiquants. Autre témoignage, celui de Vincent Ergotte. Nous étions en direct avec lui hier. C'est absolument passionnant de l'entendre. C'est un homme de terrain qui est dans le même syndicat que vous, Yannick Biancheri. Il est délégué national Alliance, mais RAID BRI. C'est le RAID, je le disais, donc c'est vraiment l'unité d'élite de la police. Qui sont rentrés au Bataclan, par exemple. Voilà, qui intervient dans des mesures exceptionnelles. Quand la police nationale ne peut pas intervenir, c'est l'unité d'élite de la police nationale qui intervient. Écoutez-le hier, ça dure à peu près 2 minutes, mais je vous invite à réécouter en replay son intervention. Pendant 20 minutes, il vous explique que la situation est dramatique sur notre sol. C'est inédit, effectivement, que de devoir mettre en sécurité un élu d'une ville comme une autre, parce qu'il serait menacé par des narcotrafiquants. Mais cela n'est pas surprenant. Cela n'est que la continuité de tout ce que l'on constate au quotidien en matière d'évolution de la criminalité en France, de la désinhibition des criminels. Là, on est en train de parler de DZNG, donc nouvelle génération. Il faut savoir que moi, je suis policier depuis 30 ans. Je n'ai vu l'évolution de la violence des criminels que évoluer crescendo. Je ne l'ai jamais vu faire aller gros. Pour ça, il aurait fallu que l'on puisse répondre pénalement. Il aurait fallu que l'on puisse répondre par une intention véritable que de mettre fin à la violence. Il faudrait qu'on ait une intention politique que d'arrêter tout ça. Là, j'entends parler à longueur de chaînes d'infos qu'il s'agirait de mexicanisation. Non, il ne s'agirait pas de mexicanisation, c'est déjà la mexicanisation. On a une économie du trafic de stupéfiants dans les quartiers que l'on ne peut nier. On a des actions sociales des trafiquants de stupes dans les quartiers que l'on ne peut nier. J'ai entendu tout à l'heure un de vos collègues journalistes dire que ce qui nous différencierait éventuellement du fait que l'on puisse être un narco-État, ça serait la corruption. Mais absolument pas. Je dirais l'intégralité du spectre des éléments qui constituent un narco-État sont déjà bien présents en France, et cela ne va faire qu'aller de mal en pis. Pourquoi ? Parce que la réponse de l'État est néant. On soigne un cancer avec du Doliprane. Les Mexicains, au moins, ils ont le mérite d'essayer d'administrer un minimum de chimiothérapie. Nous, on n'a pas le courage politique pour lutter contre ce à quoi on est confronté. Donc ce n'est que le début. Je vous propose également d'écouter Nicolas Besson. On est en 2023, il est procureur général et il travaille du côté de Marseille. Il est devant les sénateurs et cette commission sénatoriale, là aussi c'est une bascule parce que vous avez des Français qui prennent conscience, puisqu'ils parlent sous serment, donc ils sont obligés de dire la vérité. C'est un courage absolu ceux qui travaillent. Ils ont été réprimandés par le ministre de l'Injustice. De la justice, pardonnez-moi. De la justice. Éric Dupond-Moretti. Je vous présente mes excuses. Je voudrais qu'on écoute Nicolas Besson.
Il faut être clair, la bataille est perdue, sans stigmatiser la profession, avec l'administration pénitentiaire. On sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives, et nous avons actuellement 2 enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé. C'était mars 2023. 3 ans et demi après, où on en est où? Ouais, ça s'appelle l'évasion légale, ce qu'il vient de décrire. Gilbert Collard. C'est connu, l'évasion légale. Il suffit qu'un greffier introduise dans la procédure une nullité fondamentale, en omettant de signer le PV, par exemple, pour que la procédure soit complètement annulée. Alors, le régime des nullités, vraiment, bon, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais il faudrait le revoir. Parce qu'on ne peut pas annuler une procédure pour un article qui est mal visé. On devrait n'annuler la procédure que lorsqu'elle porte atteinte à la vérité. Là, pour des questions de forme, on annule des procédures et on peut effectivement introduire volontairement le virus d'un vice de forme. Et c'est ce que dit le procureur de la République de Marseille. Et il a raison. William Molinier. En 2023, le procureur de la République, il faut prendre conscience du courage qu'il a eu de mettre ces mots. Parce que moi, je me souviens très bien, pendant des années, responsables policiers, responsables de la justice, le politique, qui nous disaient à longueur de temps, non, il n'y a pas de mafia en France. La mafia, c'est en Italie. Il n'y a pas de mafia sur le territoire français, alors qu'en réalité, tout cela était en train de s'installer sous leurs yeux. Et aujourd'hui, il y a à peu près ce même discours qui est tenu sur la question du mot de narco-État, où vous avez des responsables en poste qui vous disent non, c'est pas un narco-État. Il y a quand même déjà des indices assez importants. C'est la DZ Mafia qui s'implante dans des quartiers en Belgique et en Suisse, donc il y a une expansion territoriale au-delà de nos frontières qui vont déstabiliser en fait des pays voisins. Il y a aussi sur cette question de l'expansion de la lutte contre, de la drogue en France, c'est aujourd'hui, la France est devenue en quelque sorte le dealer d'ecstasy du Maghreb, puisque on n'est plus seulement uniquement un pays de consommation, mais aussi un pays de rebond. La moitié des saisies d'ecstasy l'année dernière en France, la moitié était à destination du Maghreb. Donc, c'est-à-dire qu'on produit la drogue de synthèse en France ? Non, on la produit pas. On la produit pas beaucoup en France, pas encore, mais ça vient beaucoup des Pays-Bas. Donc on a un rôle de plateforme. Non, un rôle de plateforme, sauf que en fait la logistique, les flux descendants, remontants, c'est-à-dire du Maghreb vers la France en termes de cannabis, sont utilisés dans un flux descendant de la France vers le Maghreb pour l'ecstasy. Alors vous dites, on nous fait le même coup en disant, avant il n'y a pas de mafia, aujourd'hui c'est pas un narco-État. Il s'avère que Sébastien Lecornu, qui considère que le narcotrafic est le plus grand défi intérieur auquel notre pays est et sera confronté dans les prochaines années, c'est ce qu'il dit dans les colonnes de Paris Match aujourd'hui. Il dit également, aujourd'hui il faut regarder comme une menace stratégique. Nous faisons face à des organisations criminelles internationales extrêmement structurées, capables de corrompre, d'intimider et d'infiltrer des secteurs entiers de la société avec une mutation et une ubérisation du trafic. Mais il dit également, sur la question du narco-État, non, les narco-États sont généralement des pays producteurs, la France ne l'est pas. En revanche, nous sommes devenus un carrefour majeur, nous sommes devenus un carrefour majeur des flux internationaux de stupéfiants, notamment avec nos outre-mer et hélas, dans la consommation. Et ça veut dire qu'il y a un tabou dans le tabou, c'est la question des frontières. Bien sûr. Remettons en place ces frontières-là pour protéger évidemment la France de cette menace qui est déjà une menace intérieure et une menace très implantée. Et le contrôle dans les ports, je m'excuse,
dans les grands ports où il y a tous les conteneurs qui vont et qui viennent, on n'attire pas assez l'attention sur la nécessité de contrôle, parce que c'est souvent par ce truchement que la drogue passe. Vous savez que les grands trafiquants utilisent maintenant des sous-marins, des petits sous-marins pour transporter des produits stupéfiants, notamment sans doute de la Guyane. Ouais. Donc, vous voyez les moyens dont ils disposent. Bruno Le Maire qui avait dit cela en commission justement d'enquête sénatoriale. Non, mais c'est des informations. Non, mais c'est documenté, ça. Voilà. Je parle sous le contrôle de en Espagne notamment. Mais c'était, je me souviens à l'époque, Bruno Le Maire qui avait parlé de cette industrie qui représentait une sorte d'industrie du CAC 40 de la criminalité, en parlant de la drogue, en disant qu'il y avait des moyens qui étaient exceptionnels, au sens propre comme au sens figuré. Le narcotrafic avec des sous-marins, c'est quelque chose que tout narcotrafiquant devrait être déchu de la nationalité française. Parce que l'un des instruments du narcotrafic, je suis désolé de le répéter, c'est la double nationalité. Ça donne des situations de refuge, de repli, de planque et de facilité de circulation de l'argent. Et frappé d'une OQTF exécutée. Oui, aujourd'hui en France, on peut très bien ne pas avoir la nationalité française. Voilà, exactement. Même si ça devient de plus en plus compliqué pour justement ces narcotrafiquants qui ont la double nationalité de se réfugier dans leur pays d'origine. Tout dépend du pays. Tout dépend du pays, mais en tout cas, Maroc-Algérie, qui quand même concentre une bonne partie des narcotrafiquants recherchés par la France, c'est de plus en plus compliqué. Regardez Félix Benguigui, qui était surnommé Le Chat, qui était à la tête du clan Yoda. La France n'a pas eu à faire une opération clandestine pour aller le rechercher au Maroc. C'est passé par des relations avec le Maroc sont bonnes. Mais est-ce que les relations avec le régime algérien permettent aujourd'hui d'interpeller ou d'expulser les trafiquants? Non. Pas encore, mais c'est le souhait de Laurent Nunez. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est allé en Algérie. Regardez le nombre de laissez-passer consulaires qui nous donnent. On peut aussi souhaiter qu'il libère. On a du mal à les renvoyer des simples OQTF. On a du mal à renvoyer les simples OQTF. Alors, imaginez tous ceux qui baignent dans le trafic et qui sont condamnés. On a quand même plus de 2000 personnes sous OQTF qui sont emprisonnées. Ça aussi, on devrait les renvoyer, on devrait avoir les laissez-passer consulaires. Mais derrière, on va nous dire qu'on va mettre 250 000 visas, je crois, pour... Oui, c'est ça. 250 000 visas pour les Algériens, et derrière, on ne nous donne pas les laissez-passer consulaires. Je pense qu'on devrait avoir peut-être une forme d'échange en disant OK pour les visas, mais OK pour les laissez-passer consulaires. Vous récupérez tout ce qui ne sont indésirables en France. C'est le bon sens, hein. Parce que, vous savez, mes collègues, on parle du trafic, mais les OQTF, on en interpelle tous les jours. Pas que sur les trafics de drogue, dans tous les méfaits en genre. On les interpelle et on les relâche parce qu'on n'a pas les moyens de les renvoyer chez eux. Vous savez, quand un OQTF ne veut pas rentrer chez eux, il suffit de s'agiter avant l'embarquement et le pilote dit on ne les veut pas. Donc on le laisse en France. Donc peut-être créer des charters exprès pour les renvoyer. Enfin, je sais pas, il y a des solutions. Il faut encore les mettre. Il y a aussi la question du consommateur, parce que c'est une question qui est majeure. Et là, Sébastien Lecornu, il a mis en place quelque chose qui a pu être applaudi, mais par un bon nombre de Français, mais qui n'avait pas très bonne presse dans l'état profond, c'est les tests de drogue dans les cabinets, au plus près des collaborateurs. Les membres des cabinets, dit-il, ministériels et la plupart des hauts fonctionnaires ont accès à des informations extrêmement sensibles. Consommer de la drogue, c'est être vulnérable. On ne peut pas condamner les assassinats de jeunes de 16 ans dans les quartiers et tolérer en même temps la consommation dans les beaux quartiers, Georges Fenech. Et ça, peut-être qu'il va falloir l'élargir à tous les postes sensibles. Une mesure qu'on a saluée, rappelez-vous, mais on n'a pas de retour d'expérience. Je veux dire, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça a donné, ces tests ? Ils ont été, ceux qui ont été contrôlés positifs, c'était annoncé, sauf qu'il y a... il y a le secret médical qui fait que vous ne donnez pas le nom de la personne. Et sans trahir le secret et donner le nom, on peut avoir... Le recensement du nombre de personnes qui ont été contrôlées positives. Si effectivement ces mesures ont été efficaces, ont donné des résultats. Sur la notion de secret médical, je ne suis pas d'accord parce que c'est un délit. Oui, c'est ça, je ne comprends pas non plus. Je ne vois pas comment on peut exciper du secret médical quand on est en présence d'un délit. Si un collaborateur est surpris en situation d'usage de stupéfiants, il n'est pas malade, il est délinquant. J'entends. Alexandre Devecchio, c'est vrai que cette phrase de Sébastien Lecornu, la France n'est pas un narco-État au sens propre du terme, mais il dit quand même, les mots ont un sens, il dit c'est pas un narco-État, mais c'est devenu une sorte de
plaque tournante de la drogue, déjà en carrefour France, de la drogue. En Europe, c'est quand même là aussi très inquiétant de voir qu'on a été incapable de gérer. Souci politique d'être au juste milieu, mais je pense que à force de croire qu'on est au juste milieu. C'est ce que croit être le cercle de la raison. Alors que moi, je pense qu'il aurait mieux valu alerter plus tôt. Et là, il vaut mieux faire un diagnostic fort pour avoir une réponse forte que d'essayer de minorer le diagnostic. Parce que c'est ce qui fait un peu... C'est comme si vous alliez voir un médecin et qui vous disait, bon, vous avez un cancer, mais c'est pas trop grave, on va faire de l'homéopathie. Vous risquez d'être mal soigné dans ces cas-là. La question aussi, c'est comment on peut parler d'une même voix. Non pas, parce que, encore une fois, ça fait consensus. Les Français veulent une fermeté absolue pour lutter contre la drogue. Chez les politiques. Chez les élus, je ne suis pas sûre. Non, la preuve, puisque la loi sur le narcotrafic... C'est ce que je vous dis. Les Français, il y a un consensus. C'est toujours pareil, c'est comme les violeurs d'enfants. Exactement, mais on en parlera des violeurs d'enfants dans un instant. Mais le consensus, il doit être aussi au sein de l'Assemblée nationale. Si vous hurlez à l'état de droit face à des mesures exceptionnelles, dans une situation exceptionnelle, où vous avez des innocents qui sont tués du fait de ce narcotrafic et de ces guerres de gangs, ça devient difficile. Et Thibault de Montbrial, il a révélé une tartufferie, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est bien beau d'applaudir et de soutenir le maire d'Alès. Il dit « LFI veut désarmer la police. Ces députés ont voté contre la loi narcotrafic. Certains ont dealé. Le nouveau maire LFI, dit-il, de Saint-Denis est copain avec des membres d'une des plus dangereuses familles franciliennes. Mais Mélenchon a une révélation, les stupes, c'est dangereux. » Et c'est vrai que cette tartufferie-là, il faut aussi montrer pourquoi ça devient difficile d'avancer, parce que vous êtes face, mais ce n'est pas que les politiques, vous avez des associations, des ligues, vous avez des syndicats d'avocats, de magistrats qui essayent de freiner des cas de fer, une mobilisation du politique face à cette guerre contre le narcotrafic, Gabriel Cluzel. Oui, mais évidemment, le problème, c'est qu'il y a une lâcheté d'un côté, ça c'est évident, et il y a une idéologie de l'autre. Et la lâcheté obéit à l'idéologie. Moi, je repense par exemple à l'affaire Adama Traoré. Vous vous souvenez qu'il avait été poursuivi, il y avait une course-poursuite dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue, qui touchait un de ses frères. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, les forces de l'ordre sont fragilisées quand elles voient à quel point elles sont peu soutenues, d'une part par le gouvernement et enfoncées par la partie la plus extrême à gauche de l'échiquier politique, dès qu'il arrive quelque chose, si vous voulez. Là, aujourd'hui, ils ont été complètement blanchis, c'était des gendarmes. Il faut voir pendant des années ce qu'a été leur vie. Il faut le subir. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, on continue. Il y a encore des élus, je pense à M. Bali Bagayoko, je pense à M. Éric Coquerel, qui revendiquent d'aller défiler avec Assa Traoré en criant « la police tue ». Donc, si vous voulez... Et elle vient au Parlement. Et elle vient au Parlement. Et nous en parlions hier. Est-ce qu'elle sera poursuivie comme ce monsieur qui avait fait du bazar dans les tribunes? J'ai quelques doutes. Est-ce que les députés LFI qui l'ont fait rentrer seront sectionnés? J'aimerais voir. Bon, eh bien, tout cela, évidemment, fait un climat qui empêche absolument de lutter contre les trafics de drogue. Mais pardon, je voulais revenir simplement 2 secondes sur Sébastien Lecornu. C'est un peu la politique de l'autruche, on ne va pas se mentir. Il y a un juge en 2024 qui avait dit pour Marseille, nous sommes avec une narcoville. La somme de narcoville, ça fait un narco-État. Voilà, alors il s'était fait engueuler. Et on a perdu la bataille, dit-il. Et il a perdu la bataille. Et nous sommes dans une guerre asymétrique. Tout ça, il l'avait dit. Mais il y a un déni. Comme on ne sait pas lutter, eh bien, en réalité, on fait l'autruche. Donc, moi, je veux bien que Gérald Darmanin fasse plein de choses très bien, parfait, ok, super. Néanmoins, sur les résultats, nous voyons bien que c'est comprenez quand même qu'on est dans un tel niveau où la drogue s'est implantée en France avec des puissances inédites, que lorsque Gérald Darmanin considère que le narcoterrorisme est la priorité absolue, sa vie est là aussi menacée, ainsi que celle de sa famille. Il était protégé, encore plus protégé quasiment que le chef de l'État. C'est dire le niveau aujourd'hui de dangerosité quand vous vous attaquez à la drogue. C'est le niveau de défaite aussi, pardon, mais c'est comme toujours il est pas le maire d'Alès. De cette défaite, justement, il va prendre en main ce dossier. Moi, je comprends tout à fait que le RAID vienne l'exfiltrer, mais il faut comprendre la portée symbolique. C'est-à-dire que c'est lui qui part. On n'a pas réussi à faire partir les trafiquants. Comment on fait partir les écoles quand il y a un lieu de deal? Exactement, c'est alors, exactement il n'est pas pareil. parti, on l'a protégé. Donc, Yannick Biancheri. On l'a protégé à un moment donné, il n'est pas parti. D'abord, il l'a dit, je crois, il démissionnera pas, et ça le renforce dans sa mission. Pour les auditeurs d'Europe 1, s'il vous plaît. Oui, dans un pays normal, il reste. Sinon, je vous sanctionne. Et on fait en sorte
que si les narcotrafiquants viennent, ils repartent dans des conditions hospitalières. Bien sûr, mais il est en fait 9h56, je suis obligé de donner le micro à Anissa Dadi pour un tout autre sujet sur Europe 1 et je salue les auditeurs d'Europe 1, tout comme je salue Anissa Dadi. Bonjour Anissa. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Ça va ce matin ? Oui, bien sûr, bon, on parle de sujets quand même qui sont... Le programme, vous allez voir, nous recevons une animatrice télé qui a marqué de nombreux adolescents. C'était l'animatrice phare d'M6 et elle avait seulement 19 ans. Des millions de téléspectateurs la regardaient. C'est Séverine Ferrer qui sera avec nous. Séverine Ferrer. Elle est comédienne maintenant, Séverine Ferrer. Elle joue au théâtre en ce moment. On va parler de sa pièce, de ses projets d'avenir, de ce qu'elle a fait avant. Puis il y a le mythique Plic-Ploc. Je sais que vous aimez beaucoup le Plic-Ploc, Elliot Deval. Et il y a des séjours Thalasso à gagner tous les jours. Et c'est pour ça que je joue en cachette. Mais je sais, j'utilise un faux nom. J'ai reconnu votre numéro dans les inscrits. C'est 2275. Merci beaucoup Anissa Dadi. Bonne émission sur Europe 1. Courte pause. Yannick Biancheri, peut-être le mot de la fin avec vous, parce qu'on parlait justement de cette défaite, disait Gabriel Cluzel, de voir que vous avez un maire qui doit quitter son domicile, exfiltré par le RAID. On en arrive à exfiltrer, mais tout ça, je vous l'ai dit dès le départ, ça devient une décision politique et une décision et une volonté d'un certain parti politique de mettre au pilori les policiers, de mettre au pilori tout ce qui est la sécurité. Mais parce que la publicité, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous présente mes excuses, mais je suis contraint par la publicité car nous débordons. 9h57, on revient dans un instant.